Hervé échangèrent un regard goguenard. Il arriva en boitillant près de la machine à café, une grimace de douleur sur son visage pâle. « Aïe, je crois que je me suis pété le cambrion. » lâcha-t-il d'une petite voix. « Merde, cause de toi, je vais avoir la bouche qui va ressembler à un cul de babouin, là, » gémit-il en direction de JC. « Qu'est-ce qu'elle va dire, Fred? » La panique s'empara de lui. Ce n'était plus une simple irritation. C'était une maladie, une souillure, une humiliation publique imminente. Il s'imaginait déjà, défiguré, objet de la risée de tout l'étage. « Oh, la vache! » murmura-t-il, la voix tremblante. « J'ai attrapé un vieux nerfess, c'est sûr. » La paranoïa de la contamination, latente dans les bureaux surpeuplés, venait de trouver un exutoire. Chacun y alla de son anecdote, transformant les toilettes communes en une zone de guerre bactériologique. C'est dans cette atmosphère d'hystérie hygiénique qu'Hervé, distrait par la dispute, commit l'irréparable. Il prit une tasse sur le comptoir et but une gorgée de café froid. La tasse de Jean-Claude. Hervé sentit une sueur froide perler sur son front. La peur ancestrale, la violation de l'espace corporel venaient de le frapper. Il se regarda dans le reflet de la machine à café. Une rougeur suspecte lui semblait déjà poindre au coin de la lèvre. Un silence tomba. JC le foudroya du regard. « T'as pas remarqué? Hervé, je veux café. C'est ma tasse, ça. Mes filles, je sors de la toilette. Là, elles sont crades, hein, enchaîna Fred. Je n'ose même pas soulever une aide quand j'y vais. » Une vague de dégoût parcourut l'assemblée. La querelle, d'une stupidité abyssale, attira l'attention de Fred, la standardiste, et de Philippe, le technicien informatique, qui observait la scène avec un mélange de lassitude et d'amusement. C'est à ce moment que la conversation dériva, comme souvent à GES, vers des territoires plus intimes et plus sordides. En parlant de sanitaire, lâcha Philippe d'une voix affectée. « Je me demande si c'est pas un des mecs qui vient chez nous parce qu'à chaque fois, il y en a plein la lunette. Le panneau du CE avec toutes les annonces sanitaires, quand même, c'est pour le bien de tous. »« Ah non, monsieur, » s'indigna JC, adoptant une posture d'artisan outragé. « Pas moi. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais correctement. On s'en fout du trou. Le panneau sera devant. » Chapitre 2. Le panneau de la discorde et l'herpès du babouin. La tension, loin de se dissiper, remonta du parking pour s'installer confortablement autour de la machine à café. Jean-Claude, victorieux, se servait un café en racontant sa version héroïque de l'incident du parking où il avait, selon ses dires, rétabli l'ordre capitaliste face à la tyrannie bolchevique. C'est alors qu'Hervé arriva, un panneau d'affichage en liège sous le bras. Il désigna le mur derrière JC, un mur d'un blanc immaculé, encore frais. Le mur que JC venait de repeindre après avoir rebouché le fameux trou de la climatisation. Il n'y a pas d'ailleurs, c'est l'emplacement réglementaire. Pas de touche à mon mur vert. J'ai mis de l'enduit, de la peinture, il faut que ça sèche. Tu fous ton panneau ailleurs. Hervé et Labarthe restèrent bouche bée. En moins de 30 secondes, Jean-Claude avait non seulement anéanti la croisade syndicale d'Hervé, mais il avait aussi privatisé un bien commun, la place de Labarthe, au nom d'un impératif personnel. La guerre du garage à vélo était terminée avant même d'avoir commencé. Une guerre plus grande, plus sournoise, venait de prendre sa place. La guerre pour la survie dans la jungle de GES. Syndical, mon cul, s'esclaffa JC. Le seul syndicat qui veille, c'est le syndicat des mecs qui font du chef. Et ce mois-ci, le président, c'est Bibi. Laisse tomber ton râtelé à bicyclette Vévert. Labarthe, tu bouges ta caisse. Je me suis tapé un trou dans le mur de mon bureau pour installer ma nouvelle clim. J'ai mis de l'enduit, faut que ça sèche. Ta place est la plus proche de l'ascenseur, je la réquisitionne. C'est une urgence commerciale. Convenant, dit-il d'un ton glacial, ce panneau du CI avec les annonces sanitaires doit être accroché. Sur ce mur, la portière s'ouvrit dans un grincement plaintif. JC en sortit, une aura de confiance en soi et d'eau de Cologne bon marché flottant autour de lui. Vendeur dans l'âme et beauf par vocation, il était l'antithèse parfaite d'Hervé. Là où l'un citait des statuts syndicaux fictifs, l'autre citait les chiffres de vente de la semaine passée, tout aussi fictifs. Il n'avait que faire du garage à vélo, mais il avait flairé, avec son instinct de prédateur commercial, une opportunité. Une opportunité de saboter le petit moment de pouvoir d'Hervé, de rappeler à tous qui était le vrai mâle alpha de l'espace détente. « Ça te regarde pas, JC. C'est une affaire syndicale, » rétorqua Hervé, sentant son autorité s'effriter. C'est à cet instant précis qu'un vacarme d'apocalypse déchira l'air confiné du parking.
Un bruit de pot d'échappement percé, mêlé au son d'une cassette de Patrick Sébastien jouée à un volume capable de décoller le papier peint, annonça l'arrivée de Jean-Claude Convenant. Sa Renault Fuego rouge, rutilante comme une cerise en plastique, dérapa dans un crissement de pneus usés avant de s'immobiliser à quelques centimètres du pare-choc de la Twingo de Labarthe. « Alors, Vévert, on emmerde le petit personnel dès le matin? » lança-t-il avec un sourire carnassier. « Votre place, Labarthe? » ricana Hervé. Le concept de propriété privée est une construction sociale destinée à opprimer le prolétariat. Nous allons acheter un nouveau garage à vélo. Un beau? J'ai le catalogue. On va le choisir ensemble, ce sera un grand moment de démocratie participative. La mention d'une antériorité n'était pour Hervé qu'une provocation bourgeoise. Ce n'était pas une question de place de parking, c'était une question de principe et de territoire. Dans cet univers où sa carrière stagnait depuis la fin du Minitel, chaque centimètre carré de l'entreprise gagné sur la direction ou sur un collègue faible était une victoire aussi enivrante qu'une augmentation. C'est pourtant simple, Bart, commença Hervé, le torse bombé dans un polo siglé CJT légèrement trop serré, révélant les prémices d'un ventre qui avait renoncé à toute forme de lutte. Le comité d'entreprise a statué. L'article 4, aligné à B du règlement intérieur sur le bien être des salariés stipule que tout employé a droit à un accès sécurisé et ergonomique pour son moyen de locomotion non carboné. Ce garage à vélo, on l'installe ici. Le garage à vélo n'était pas un simple abri métallique. C'était un monument à sa gloire, un bastion de son pouvoir syndical. Partie 1. La paix armée. Dans le microcosme de GES, la routine est une forme de guerre froide. Les conflits, mineurs en apparence, sont des rituels sacrés, des escarmouches qui maintiennent un équilibre précaire. Chaque jour est une répétition du précédent, une pièce absurde jouée par des acteurs fatigués, inconscients de la tempête qui se prépare à l'horizon. Labarthe clignait des yeux. « Mais, Monsieur Dumont, c'est ma place de parking, depuis 8 ans. » Chapitre 1. La guerre du garage à Vélos. Le parking souterrain de GES sentait le béton humide et le désespoir. C'était une crypte moderne où les rêves de la classe moyenne venaient mourir à côté de taches d'huile irisées. C'est dans ce décor que la première bataille de la journée éclata. Hervé Dumont, délégué syndical autoproclamé et gardien du temple des acquis sociaux imaginaires, se tenait planté devant M. Labarthe, un homme dont le charisme était inversement proportionnel à la taille de sa calvitie. Elle avait vu des larmes de rage, des rires gras, des regards vides et des gestes d'une mesquinerie si pure qu'ils en devenaient presque artistiques. Elle était le cœur cynique de l'entreprise, une entité mécanique qui, à force d'observer la faillibilité humaine, avait peu, être développé une forme primitive de mépris. Elle était la seule à connaître la vérité, une vérité fragmentée en milliers de pauses café, contrastant violemment avec les faux-semblants et les postures que chacun adoptait dès qu'il quittait son champ de vision. Elle attendait. Le spectacle allait bientôt commencer. Espace détente, chronique d'une fusion annoncée. Introduction. L'œil de la machine. Elle était là, toujours. Un monolithe de plastique beige et de faux chrome, trônant dans le renfoncement que l'architecte, dans un élan de générosité mal placé, avait baptisé Espace détente. Son nom officiel, gravé sur une plaque de laiton terni, était Nespresso Pro Titan X2000, mais pour les âmes qui gravitaient autour d'elle, elle n'avait pas de nom. Elle était simplement la machine. Depuis son installation au début des années 2000, elle avait observé le ballet immuable des matins blêmes. D'abord, le silence. Un silence épais, seulement troublé par le bourdonnement spectral des néons qui jetaient une lumière de morgue sur la moquette couleur vomi séché et les plantes en plastique dont les feuilles accumulaient une poussière d'une tristesse géologique. Puis les premiers bruits. Le ding de l'ascenseur suivi du soupir d'un employé déjà vaincu par la journée à venir. Elle était le confesseur involontaire de cette petite comédie humaine. Devant son objectif impassible, c'était jouer les drames les plus pathétiques et les triomphes les plus dérisoires. Elle avait entendu les murmures de complot contre la direction, les confessions d'adultère sordides, les plaintes sur des fiches de paie erronées et les rêves de reconversion professionnelle qui mouraient aussi vite qu'un gobelet en carton se ramollit. L'odeur de café tiède, un arôme de défaite et de caféine bon marché, commençait alors à imprégner l'air, se mêlant au relent de la cigarette fumée à la hâte sur le parking. Son œil unique, une lentille de verre circulaire dissimulée juste au-dessus de la fente où l'on insérait les gobelets, avait tout vu. Elle était la gardienne silencieuse et omnisciente des secrets de Gurgen Space Services. Guess.
Une PME provinciale spécialisée dans quelque chose d'assez vague pour être à la fois essentielle et complètement inutile.